Ça y est, Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Et dès son premier jour, le 20 janvier, il a dégainé une salve de décrets présidentiels qui vont toucher non seulement l'immigration, la composition de l'État fédéral, des sujets sociétaux et également la politique étrangère américaine. Mais où sont les démocrates? Depuis leur défaite le 5 novembre, on ne les entend presque plus. Le parti ne digère toujours pas sa défaite. Ils ont perdu la Maison-Blanche, la Chambre des représentants, le Sénat, et aujourd'hui, ils vont devoir vivre 4 ans sous Donald Trump, qu'ils ont considéré pendant toute leur campagne comme la plus grande menace à la démocratie américaine. Parce que l'année 2024 a été marquée par des accusations contre Donald Trump, comme quoi il serait l'équivalent d'Hitler, comme quoi il voudrait détruire les droits des Américains, enfoncer l'économie américaine et créer des guerres ou voire même abandonner nos alliés à l'étranger, on s'attendait à ce qu'il y ait un front de résistance chez les démocrates et les progressistes aux États-Unis. Ce n'est pas le cas. Actuellement, l'ancien parti présidentiel traîne une mauvaise image auprès des Américains et ils l'ont ressenti directement dans les urnes. Les Américains estiment que les démocrates sont un parti qui a beaucoup d'idées mais qui ne les met pas en œuvre et qui sont aujourd'hui le parti des élites. Ce qui, pour les démocrates, est assez ironique étant donné que Donald Trump s'affiche clairement auprès de grands milliardaires comme Elon Musk, Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos. En 2016, lorsque Donald Trump remporte pour la première fois l'élection présidentielle, les démocrates étaient beaucoup plus soudés. Pour eux, Donald Trump n'était simplement pas légitime parce qu'il avait certes remporté le vote du collège électoral, mais pas le vote populaire. Donc dans la période entre l'élection présidentielle et son investiture en 2017, ils avaient vraiment préparé des manifestations dans Washington. Ils s'étaient préparés avec la société civile pour attaquer en justice les actions de Donald Trump dès son premier jour à la Maison-Blanche. Et surtout, ils étaient tous réunis autour d'une préoccupation: Donald Trump allait faire du mal au pays. Aujourd'hui, on ne les entend plus, ou alors ils sont très timides dans leur réaction à Donald Trump. Ça, c'est parce que le Parti démocrate actuellement, maintenant que Joe Biden a quitté la Maison-Blanche, n'a plus véritablement de chef. Quelqu'un pour les fédérer et puis pour donner le ton pour les 4 prochaines années à venir. S'il l'avait, il pourrait décider d'attaquer Donald Trump, de lui tendre la main, ou il pourrait attendre que Donald Trump se prenne les pieds dans le tapis et échoue ou fasse un faux pas de trop. Là, actuellement, en réalité, c'est ces 3 stratégies qui sont en train d'être plus ou moins en marche, sauf que le parti n'arrive pas à trancher. On a vu des démocrates, notamment dans des États pivots, comme le sénateur John Fetterman en Pennsylvanie, décider que, parce que Donald Trump avait été élu par le vote populaire, il fallait respecter ses décisions et il fallait respecter la volonté du peuple. Il a donc tendu la main à la confirmation de certains de ses ministres, y compris les plus controversés comme Robert F. Kennedy Jr. Et il a également été invité à Mar-a-Lago, il est l'un des premiers démocrates à être officiellement invité à Mar-a-Lago, pour discuter avec Trump. Son idée, c'est que Donald Trump doit être aidé parce que c'est un président, qu'il soit républicain, MAGA ou démocrate. Et puis il y a une branche plus progressiste, beaucoup plus à gauche donc, qui elle est prête à critiquer la moindre action de Donald Trump. Mais ils sont très minoritaires et lors des élections législatives le 5 novembre, beaucoup d'entre eux ont perdu, voire même certains du squad, c'est-à-dire le groupe le plus progressiste des démocrates à la Chambre des représentants, ont même été évincés lors des primaires. On sent donc que la résistance à tout prix et l'appel du parti à virer encore plus à gauche n'est pas vraiment la voie privilégiée. Surtout que, comme on l'a vu lors de l'élection présidentielle, beaucoup de comtés à travers les États-Unis ont en réalité viré à droite. Ce qui veut dire qu'une partie des démocrates, surtout la vieille garde, appelle plutôt à revenir au centre. Leur idée, surtout portée par Nancy Pelosi, la speaker émérita de la Chambre des représentants, est d'abandonner des questions beaucoup plus culturelles sur lesquelles Donald Trump a fait campagne. Pendant toute l'année électorale, il a répété que les démocrates soutenaient les transitions de genre, voulaient pervertir les enfants américains et voulaient en priorité aider les groupes des minorités plutôt que les Américains lambda, y compris les Américains ouvriers qui, selon lui, sont le plus affectés actuellement par la situation économique. La speaker propose aussi, plus ou moins subtilement, d'abandonner les questions sur la religion ou encore sur le contrôle des armes à feu. Des sujets qui sont beaucoup plus fédérateurs au sein du camp républicain. Et puis enfin, il y a une minorité des démocrates qui, aujourd'hui, estiment qu'il ne faut plus rien faire. Ils ne veulent pas contester les décisions de Donald Trump, ils ne veulent pas les critiquer publiquement, mais ils ne veulent pas non plus, nous le soutenons coûte que coûte. Cette stratégie signale que les démocrates pourraient en réalité ne rien faire. Ils pourraient attendre par exemple que les décrets présidentiels de Donald Trump soient contestés dans les tribunaux par la société civile et non par eux-mêmes. Ils pourraient attendre au Congrès que le camp républicain, qui est quand même très divisé et qui a une petite majorité, de se battre entre eux et de finalement faire capoter les plans de Donald Trump. Mais dans 2 ans, il y aura quand même les élections de mi-mandat. Ça veut dire que les démocrates vont devoir retourner en campagne dès la fin de cette année. Et donc, être totalement dans l'attentisme n'est pas non plus une stratégie
qui pourrait leur permettre de gagner. Pour redorer leur image lors de ces 2 prochaines années, le Parti démocrate envisage donc par exemple d'appuyer sur le fait que Donald Trump est un président pour les riches et donc d'utiliser Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et également les 11 milliardaires qui font partie de l'administration Trump comme la preuve que Donald Trump en réalité n'a aucune envie d'améliorer le niveau de vie et la vie en général des Américains ordinaires. Mais cette stratégie, on l'a vu pendant l'élection présidentielle, elle n'a pas vraiment porté ses fruits. Donc, une autre partie du camp démocrate qui continue à réfléchir à pourquoi nous avons perdu se dit que peut-être la seule force du Parti républicain lors de l'élection, c'était Donald Trump. Ce qui veut dire que face à lui, il faut un homme fort. Ou une femme forte éventuellement. Qui serait cet homme fort? Pour l'instant, il y a déjà des candidats qui se mettent en place et qui sont prêts, dès 2026, à annoncer leur candidature à la primaire démocrate qui aura lieu en 2028. On pense notamment à Josh Shapiro, le gouverneur de Pennsylvanie, John Fetterman, le sénateur également de Pennsylvanie, ou encore Andy Beshear, le gouverneur du Kentucky, qui est actuellement un des démocrates les plus populaires dans un état très rouge. Donc pendant 2 ans, il faut s'attendre à ce que ces nouvelles figures émergent et commencent peu à peu à faire campagne les uns contre les autres. Mais en fin de compte, le plus important surtout sera qui sera élu lors de la primaire démocrate. Et pour l'instant, avec le retour de Donald Trump au pouvoir, c'est vraiment le dernier souci des Américains.